Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de ce journal, face à la montée de la menace terroriste, le gouvernement burkinabé décrète l'état d'urgence dans 8 régions du pays, prises dans la spirale des violences perpétrées par les groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Le laboratoire Pharma 5, fleuron de l'industrie pharmaceutique africaine, le laboratoire marocain vient d'inaugurer dans la région de Casablanca une unité pharmaceutique industrielle digitalisée, une première sur le continent. Beata Mboyi Mérès, lauréate 2023 du prix Ahmadou Kourouma pour son roman Consolé, dont l'histoire revient sur la colonisation et ses séquelles dramatiques. On ouvre ce journal par ce bilan. Au moins 50 000 combattants appartenant au groupe terroriste nigérian Boko Haram ont déposé les armes entre juillet 2021 et mai 2022. C'est ce qu'indique le général Leki Irabor, chef d'état-major de l'armée. Des résultats obtenus grâce au programme de démobilisation et de réinsertion lancé au Nigeria, pays en proie depuis 13 ans à un conflit meurtrier qui oppose l'armée régulière au groupe terroriste dans le nord-est du pays, faisant au moins 40 000 morts et plus de 2 millions de personnes déplacées. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans 8 régions du pays. La mesure a été décrétée vendredi dernier en Conseil des ministres. Cette mesure s'appliquera à partir de ce jeudi. Des mesures qui interviennent quelques jours après la visite du chef de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, à Kaya, dans le centre-nord du pays, en proie à une recrudescence des attaques terroristes face auxquelles le pouvoir appelle à la mobilisation générale. Mildred Diamou. À compter du 30 mars 2023, l'état d'urgence entrera en vigueur dans 8 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. La mesure gouvernementale décrétée le 24 mars à l'issue d'un conseil des ministres intervient conformément à la loi du 14 mai 2019 portant réglementation de l'état de siège et de l'état d'urgence dans le pays. Elle vise notamment le renforcement de la lutte antiterroriste. Si nous voulons donner un cadre légal à la restriction de certaines libertés qu'on peut constater, il faut décréter l'urgence. Et cela, c'est pour répondre aux besoins d'encadrer les actions au niveau des régions concernées dans la légalité. La mesure concerne 4 provinces de la région de la boucle du Mouhoun au nord-ouest, une province de la région du centre-est, les 5 provinces de la région de l'est, 2 provinces des Hauts-Bassins à l'ouest, 2 provinces de la région du nord, les 4 provinces de la région du Sahel, une province de la région des Cascades et les 3 provinces du centre-nord. Des régions confrontées à la résurgence des attaques de groupes armés au cours des derniers mois. La mesure permettra de faciliter les opérations militaires, de renforcer les moyens juridiques et de restreindre certaines libertés dans le but de lutter efficacement contre le terrorisme dans ces régions, indiquent les autorités. Aujourd'hui, on constate que sur un plan d'acquisition du matériel, sur un plan de la réactivité face aux attaques terroristes, il y a un changement. La guerre promise par les autorités en charge de la transition aujourd'hui est déclarée. Et cela va sans dire que cela a des conséquences sur les actions de développement. On voit qu'il y a un engouement avec le recrutement massif des volontaires pour la défense de la patrie et aussi avec des mesures spéciales de recrutement des forces armées nationales. Cela permet de donner la latitude aux forces de défense et de sécurité d'avoir un cadre juridique pour mener des opérations dans des zones qui sont à fort défi sécuritaire. Les territoires qui avaient été conquis par les terroristes sont en train d'être repris par les forces de défense et de sécurité. Alors, il y a des victoires certes, mais la lutte ne fait que commencer. Depuis le 10 mars 2023, l'armée burkinabé a multiplié les offensives contre les groupes armés en effectuant plusieurs opérations aériennes dans les localités en proie au terrorisme. Jamais nous n'abandonnerons notre patrie, a déclaré le 23 mars le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une visite de travail effectuée dans la région du centre-nord, tout en réaffirmant sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire et le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Selon des chiffres officiels, les attaques terroristes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont fait de nombreuses victimes et près de 2 millions de déplacés internes, alors que plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État.
Dans les centres de détention et dans les camps de migrants, des cas d'esclavage, y compris sexuel, ont été constatés par des enquêteurs de l'ONU en Libye, des détentions arbitraires, des meurtres, la pratique aussi de la torture, des viols, mais aussi des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Ce sont les conclusions du groupe d'experts chargé d'évaluer la situation des droits humains dans ce pays. La mission fait état de crimes contre l'humanité commis à l'encontre de migrants. La mission d'experts annonce son intention de partager ses conclusions avec la Cour pénale internationale. Une unité pharmaceutique industrielle digitalisée vient d'être inaugurée dans la région de Casablanca au Maroc par le laboratoire marocain Pharma 5. Une première sur le continent africain. Cette unité est spécialisée dans la production des médicaments génériques, ce qui permet au groupe marocain de consolider son statut de leader sur ce segment du générique, tant sur le marché intérieur qu'au niveau de l'export. Marie-Raphaël Antolo. Le laboratoire marocain Pharma 5 a inauguré le mardi 21 mars la première usine pharmaceutique entièrement digitalisée d'Afrique. Dénommée Smart Factory, cette usine devrait, selon des sources marocaines, permettre au groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments génériques de multiplier par 5 ses capacités de production. Par ailleurs, cette usine a été mise en service dans le but de faire du Maroc la première puissance pharmaceutique de la région, avec une bonne ouverture à l'international. C'est un projet qui est citoyen. Smart Factory 4.0, c'est d'une intelligence inouïe. Ça permettra bien sûr d'accélérer la production de médicaments, mais aussi en gardant bien sûr une responsabilité sociale et sociétale, parce que ça crée aussi de l'emploi. Et ça nous permet aussi de s'atteler sur la question du générique. Nous sommes aujourd'hui à la rentrée en vigueur de la génération de la couverture médicale, comme Sa Majesté le souhaite et le recommande, mais cette souveraineté nécessite quand même des éléments d'accompagnement. Parmi les éléments d'accompagnement, c'est la politique médicamenteuse. Bien sûr, c'est l'encouragement du Made in Morocco, l'encouragement du générique pour pouvoir soutenir cette couverture médicale, cette assurance maladie, pour le bien, bien sûr, des ménages et des usagers. Cette première usine pharmaceutique du continent est, selon le groupe Pharma 5, pensée dans un écosystème d'innovation unique en son genre qui place l'agilité au cœur de tout le processus de conception et d'exploitation grâce à la digitalisation des processus combinée à la robotisation de certaines opérations. L'usine, selon le groupe, se distingue par sa capacité à intégrer toutes les avancées technologiques à venir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les coûts de construction de cette usine ont été évalués à 29 millions de dollars. C'est une première en Afrique, c'est la première usine 4.0 du continent. On parle d'usine intelligente parce que c'est la nouvelle révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on est en présence d'objets interconnectés. On traite d'énormes data, donc on est dans le big data et on est dans une usine qui est complètement monitorée à distance grâce à des capteurs qui sont installés à la fois dans les locaux et à la fois dans les équipements pour monitorer, assurer la data integrity, c'est-à-dire une parfaite traçabilité de l'ensemble des étapes de production au service d'une exigence qualité accrue, mais aussi au service de gains de compétitivité substantiels puisque ça nous permet d'agir en amont en termes de maintenance, d'être dans de la maintenance prédictive et de combiner à la fois compétitivité et data integrity. D'après des précisions de Pharma 5, des outils de monitoring à distance et en temps réel installés dans tous les compartiments de l'usine permettent la gestion des flux liquides, la qualité de l'air, de pression, d'humidité, de température, tout en assurant une traçabilité parfaite de l'ensemble des processus. Rappelons qu'en 2022, ce laboratoire a produit plus d'1 milliard d'unités de médicaments répartis sur environ 200 références. Ces médicaments sont distribués dans plus de 4 pays, principalement en Afrique. Le Brésil battu par le Maroc qui a décroché un succès prestigieux de buts à 1 samedi dernier à Tanger à l'occasion d'un match amical. Depuis, c'est l'euphorie chez les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde de football, les Lions de l'Atlas qui conservent ainsi une bonne dynamique après leur exploit remarqué de cette Coupe du Monde du Qatar. Séverin Douqueux. Le Maroc l'emporte 2-1 face au Brésil en match amical le 25 mars 2023 au stade de Tanger.
Une victoire hautement symbolique, c'est le tout premier pays arabe qui réussit l'exploit de renverser le quintuple champion du monde de football avec 2 buts signés de Boufal à la 29e minute et d'Abdelhamid Sabiri à la 79e. Le fait de gagner le Brésil, c'est pas donné à tout le monde, hein. Première équipe arabe qui battre le Brésil avec la manière, hein. Nous allons dominer, nous allons créer beaucoup d'occasions plus que Brésil. C'est pour ça on est fiers de cette équipe. La performance marocaine vient confirmer les qualités de cette équipe dans le top des classements africains et mondiaux de football. Elle rehausse également le rayonnement du Maroc en matière d'encadrement des sportifs et de développement des infrastructures indispensables à l'émergence des talents et à l'organisation de grands événements sportifs. Les Lions d'Atlas ont confirmé que le résultat réalisé au Qatar, c'était pas une surprise, hein. Ils ont confirmé qu'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'était largement mérité parce que maintenant on a une très belle équipe, hein, une équipe solide, une équipe qui peut jouer contre n'importe quelle équipe. Avec cette génération, on peut rêver, avec cette génération, on peut arriver à l'objectif que tout le monde attend, c'est la Coupe d'Afrique. Avec la victoire contre le Brésil, le Maroc signe ainsi une énième belle performance après celle réalisée au Mondial de football organisé au Qatar en sortant dans le dernier carré de la compétition. La sélection est par ailleurs la première du continent à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Il reste l'oublié des grandes compétitions. Il s'agit du baby-foot ou football de table, car c'est l'appellation officielle. Un sport qui cherche sa place. Il essaie de s'imposer, mais reste trop associé à une simple activité de divertissement. Pourtant, un championnat du monde existe pour ce sport pratiqué dans la majeure partie des pays à travers le monde. Et c'est notamment le cas en Afrique où il tend peu à peu à gagner en popularité. José Douglas. La dernière Coupe du Monde de baby-foot remonte du 28 juin au 3 juillet 2022, où le gratin de la discipline était présent avec 1000 athlètes issus de 45 pays. Les champions de chaque nation étaient au rendez-vous, y compris l'Afrique avec le Cameroun. Mais quelle est la place de la discipline sur le continent? En Afrique, c'est une discipline nouvelle. C'est un sport qu'on a connu depuis longtemps, mais qu'on ne pratiquait pas. Aujourd'hui, il entre dans un moment où on a plus besoin d'être rassemblés, d'être unis. En ce moment où il y a beaucoup de divisions en Afrique, comme on peut le constater, le baby-foot devient, n'est-ce pas, le moyen par lequel on peut se retrouver pour partager des moments de joie entre des hommes et des femmes, sans distinction de religion, sans distinction d'obédience politique ou religieuse, sans distinction de sexe ou de race. Donc la discipline est rassembleuse. Déjà en Afrique, on organise les campagnes de vulgarisation parce que dans un premier temps, il y a un mauvais regard sur la discipline. On l'a connu dans les bars, dans les bistrots, et c'est difficile pour un parent qui rentre du boulot trouver son enfant dans un bar en train de jouer au baby-foot. Alors ce que nous faisons, c'est que nous les retirons de ces endroits pour les amener dans les espaces scolaires, universitaires, dans les entreprises, pour montrer le côté social de la discipline. De 13 à 63 ans, hommes, femmes, personnes en fauteuil peuvent s'adonner à ce sport. C'est devenu à cet effet une discipline reconnue dans le monde et avec des règles précises. Sur le continent et ailleurs, il y a des rendez-vous incontournables. Sur le continent, on a la République démocratique du Congo qui domine, suivi du Cameroun qui a un très bel impact. En France, la Fédération internationale, l'ITSF International Table Soccer, c'est la fédération fêtière et qui organise les tournois tous les jours dans le monde entier. Et en juin-juillet 2022, nous avons connu, n'est-ce pas, le mondial auquel le Cameroun a participé, la Tunisie, et oui, c'était les deux pays africains qui ont participé. C'est un moment très fort qui rassemble plus de 34 pays, nations. L'association camerounaise de baby-foot, l'ASCABAFoot, qui participera prochainement au grand tournoi Hall of Fame Classic 2023 qui se déroulera du 12 au 16 avril à Las Vegas aux États-Unis. Une délégation qui quittera Yaoundé le 8 avril pour s'envoler vers les USA. Le prix Ahmadou Kourouma, prix littéraire suisse, créé en 2004 et décerné cette année à l'écrivaine franco-rwandaise Beata Mboyi Mérès. Le prix qui récompense Consolé, son second roman qui revient sur la colonisation et ses séquelles. Un roman poignant dans lequel Beata Mboyi Mérès se révèle une fois de plus comme l'une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine. Joël Ballot.
L'écrivaine rwandaise Beata Oumoubiéyi Mérès s'est vue décerner le 24 mars, à l'occasion du Salon africain du livre de Genève, le prix Amadou Kourouma 2023 grâce à son second roman intitulé « Consolé ». Dans cet ouvrage, elle aborde plusieurs questions mémorielles tout en mettant en résonance le passé colonial et la condition des enfants d'immigrés. Une vieille femme est en train de mourir dans un EHPAD du sud-ouest de la France. Et au fur et à mesure qu'elle perd la mémoire, elle oublie le français et c'est une autre langue qui est inconnue de tout le monde dans l'établissement qui fait surface. Ramata, une Française de 50 ans, une femme noire, qui est en reconversion professionnelle et qui fait un stage d'art-thérapie dans cet EHPAD, va être intriguée. Et à travers cette enquête, remonter, ou plutôt aller jusqu'aux racines de son histoire qui plonge dans l'effet de la colonisation belge en Afrique centrale. Consolé de Beata Oumoubiéyi Mérès montre que le passé colonial a toujours un impact sur la condition noire. Elle s'avance d'un pas délicat sur les territoires de l'amnésie et l'impact sur les générations présentes et futures. J'essaye de faire dans ce roman, comme je fais dans tous mes livres, de tisser le lien entre le passé et le présent de façon à parfois permettre d'apaiser les souffrances de la génération d'aujourd'hui, de leur parler, puisque tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne se dit pas les choses, le passé ne passe pas. À 44 ans, Beata Oumoubiéyi Mérès, romancière et poétesse, se conjugue, non comme une matière figée, mais comme une manière de décrypter la société actuelle. Consolé, publié en 2022, se heurte ainsi à des murs intérieurs, la maladie, l'indifférence. À travers Consolé, c'est son propre rapport à sa mémoire et à la transmission à sa fille Inès qu'elle interroge. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.